Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Livre Noir. Vous êtes le fondateur du parti Les Patriotes, vous êtes ancien député européen, ancien numéro 2 du Front National, et enfin vous êtes énarque. Donc selon la tradition d'émission, nous allons commencer par une citation cette fois de Herbert Hoover, l'ancien président américain durant la crise de 1929, qui avait déclaré, je cite, « La reprise est au coin de la rue ». Plusieurs banques occidentales sont actuellement au bord du gouffre. Florian Philippot, peut-on craindre, selon vous, un crash économique mondial ? Herbert Hoover était aussi inspiré que notre Bruno Le Maire national, qui a déclaré que avant-hier, je crois, la veille de la chute en bourse de Société Générale et BNP Paribas, qu'il n'y avait aucun risque de contagion pour les banques françaises. Et sortant tout transpirant devant les caméras, calm down, calmez-vous, pas de souci. Bon, il y a un risque de contagion. D'abord parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. C'est-à-dire que le problème, c'est la cause actuelle, là, ce qui a déclenché la chose, c'est l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui fait que les obligations d'État sur lesquelles les banques sont assises, c'est à peu près 11% du bilan des banques françaises, des banques européennes, ont perdu de la valeur. Voilà, parce que les nouvelles obligations sont plus intéressantes. Donc les anciennes obligations d'État sont moins intéressantes, elles perdent de la valeur. Donc le bilan des banques se dégrade. Ça, c'est ce qui met le feu aux poudres. Alors, donc il n'y a pas de raison qu'on y échappe, parce qu'on est soumis au même problème. Alors l'autre problème, et ça c'est beaucoup plus grave, c'est qu'on a injecté tellement d'argent dans le système financier suite à 2008, plutôt que de régler structurellement le problème après la crise financière. On a noyé les banques pour les maintenir à flot. C'était déjà le quoi qu'il en coûte, avant l'heure. On a mis plein d'argent banque centrale, on a fait tourner la machine à billets, mais sans contrepartie, sans création de vraie valeur à côté. C'est juste pour noyer le système et le maintenir à flot. Et puis on a accéléré avec le Covid. On a créé encore plus d'argent, de papier, de l'argent virtuel. Bon. Résultat, aujourd'hui, le bilan des banques, il est illisible. Mais ça, il y a des économistes qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années, en disant, moi, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, je ne sais plus lire les ratios de solvabilité des banques, je ne sais plus lire leur bilan exact, parce que ça a été noyé sous trop d'argent artificiel. Ben oui, mais le problème, c'est que là, on augmente les taux, on arrête le quantitative easing, cette politique. Donc la mer est en train de se retirer, après des années et des années de grande marée, qui noyaient tout, on ne voyait rien. Mais c'est au moment où la mer se retire qu'on voit les dégâts sur la plage, les déchets, tout ce que ça laisse. Vous voyez ? Et c'est en ce moment qu'on est en train de voir les canards pourris. Il y a déjà 2 banques, 3 même en fait. Il y a 3 banques américaines qui ont déjà fait faillite. Il y en a une là ce soir, au moment où on enregistre, la Fed a déclaré qu'elle était un canard boiteux, donc elle va faire faillite aussi. Ça fait déjà 4, dont des banques qui sont quand même la 16e banque du pays. La Silicon Valley Bank, c'est la 16e banque du pays, c'est quand même pas rien. La Signature Bank qui a fait faillite le lendemain, c'est la 21e banque du pays aux États-Unis, donc c'est quand même pas rien. Écoutez, il y a des économistes qui ont alerté là-dessus. Le système bancaire et financier est beaucoup moins solide qu'on veut bien nous le dire chez Bruno Le Maire. Et donc, on ferait bien de se méfier. Et on ferait bien surtout de régler structurellement le problème. Voilà, arrêtez de remettre sans arrêt de l'argent. Parce que là, on nous dit déjà, la Fed va rebaisser ses taux d'intérêt le 22 mars. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Au bout d'un moment, il faut prendre le problème à bras-le-corps et se dire, on a donné le pouvoir à la finance. Or, l'économie, la vraie, c'est l'économie réelle. C'est la création, c'est la production. Ça n'est pas la spéculation et la finance. C'est ça le problème structurel qu'il faut régler. Florian Philippot, j'aimerais vous entendre maintenant sur la crise des retraites. Donc, le 15 mars, nous avons vécu la 8e journée de grève pour s'opposer donc à cette réforme du gouvernement. Vous avez bloqué même les Champs-Élysées donc la journée du 7 mars. Pourquoi ? Mais comme un défi, pour montrer que c'était faisable. Je crois que personne ne l'avait fait, en tout cas récemment. C'était un peu sacré, les Champs-Élysées, on n'a pas le droit d'y aller. Bon. Nous, on y est allé sans autorisation, évidemment. On ne peut pas, de toute façon, demander l'autorisation, c'est illégal. On est allé avec plusieurs dizaines de voitures, camions, camionnettes, etc., un beau matin, et on a avancé, et on a été surpris de voir que la police a mis un certain temps pour arriver, parce qu'ils s'y attendent pas. C'est ça qui est drôle. Alors, pourtant, c'est l'avenue la plus vidéo-surveillée de France,
et peut-être même plus. Il y a le palais d'Élysée qui était à 150 mètres au moment où ça a arrêté. L'ambassade américaine. Oui. L'ambassade américaine n'est pas très très loin, il y a la Concorde, etc. Donc c'était assez amusant, c'était un défi. On a mis des fumigènes sur les champs, etc. On l'a fait, mais bon, sur le fond, on l'a fait avec nos pancartes Macron destitution, non à la réforme des retraites, Frexit, pour que les gens comprennent bien le lien entre l'Union européenne et cette réforme, qui est évidemment exigée par l'Union européenne, quoi qu'en disent Bruno Le Maire, Thierry Breton, Ursula ou Macron, cette réforme est une exigence de l'Union européenne, qui a été posée lors du plan de relance Covid de juillet 2020. Et nous, on alerte depuis ce moment-là. Et si l'Union européenne veut faire cette réforme dans tous les pays en même temps, parce qu'en ce moment même, vous avez l'Espagne qui l'a fait et qui, elle, avoue que c'est demandé par l'Union européenne. Vous avez la Belgique, pareil, qui est en train de faire la même réforme et qui, elle aussi, dit que c'est exigé par l'Union européenne. Il n'y a que chez nous qu'on fait croire que ce n'est pas exigé par l'Union européenne, mais c'est la même origine, c'est-à-dire que vous avez une volonté de privatisation déguisée des retraites au bénéfice de BlackRock, des grands fonds qui sont main dans la main avec la Commission européenne. Et avec la Macronie aussi, d'ailleurs. Hein. Tout ça, c'est le même monde. Hein. Et ils veulent leur donner nos retraites, leur vendre nos retraites. Donc, il ne faut pas accepter ça. Donc, passer au système par capitalisation? Sans le dire. On va vous obliger, en fait, à faire les 43 ans d'annuité et demain 45, parce qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aurait une autre réforme dans quelques années. Hein. Et les 64 ans d'âge légal, et demain 65, 67, ce qui sera inatteignable pour énormément de Français, inatteignable. Et donc, comme ce ne sera pas atteignable, vous aurez des toutes petites retraites. Donc, vous compenserez par des produits privés, pour ceux qui peuvent en tout cas, que viendront vous vendre très gentiment de grandes assurances, les BlackRock, les fonds de pension, etc. C'est évident. C'est même, la plupart du temps, d'ailleurs, ce ne sera même pas des acteurs français, ce seront des acteurs américains. Et c'est ça, en fait, le projet. Donc, c'est le même projet que sur la santé. Si on détruit l'hôpital, c'est parce qu'il y a des acteurs privés qui arrivent derrière. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, il ne faut pas l'accepter. Il faut faire le lien avec l'Union européenne. Et moi, je suis désolé, quand je vois les sénateurs, vous avez vu cette petite vidéo faite par Mediapart, à la sortie de l'hémicycle au Sénat, ils venaient de voter la réforme des retraites. Et ils leur disent, mais attendez, vous avez supprimé là tous les régimes spéciaux, vous avez donné 2 ans de plus de boulot aux Français, mais vous avez supprimé votre régime spécial de sénateur? Parce que les députés l'ont à peu près supprimé le leur il y a quelques années. C'est totalement opaque chez les sénateurs, effectivement. Chez les députés, ça a été à peu près aligné sur la fonction publique. Ok. Chez les sénateurs, pas du tout. Hein. Oui, la retraite, justement, de Gérard Larcher est absolument illisible. Énorme. Ouais. Bon, on ne sera pas surpris. Il gagnera chez Gérard Larcher, mais vous me direz, il se goinfre aussi par sa retraite. Mais il gagnera plus que ce qu'il gagne actuellement. Ah bah, je ne suis pas surpris. Je crois qu'un seul mandat de sénateur leur rapporte déjà au moins 2 000 € de retraite. Pour toute leur retraite. Et s'ils en font 2, c'est cumulé. Ouais. C'est 4 000, etc. C'est délirant. Eh bien, non, ils n'ont pas réformé leur système à eux. Hein, ils ont continué le festin. Voilà, le festin des rois, pendant que les gueux, on leur demande de bosser 2 ans de plus. Mais même, j'ai vu les réactions. Allez voir cette vidéo de Mediapart. Hein. Vous avez Gérard Longuet qui dit attendez, moi, je ne suis pas un Français moyen. Vous avez vu ça? Je vous invite à aller le voir. Je ne suis pas un Français moyen. Il ajoute vous savez que moi, comme sénateur, je travaille gratuitement. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont à 7 200 € par mois d'indemnité. Alors évidemment, ce n'est pas un salaire, c'est sur ça qu'il joue. C'est la petite subtilité. Oui, il n'a pas de salaire, effectivement, il a une indemnité. Enfin, ce n'est pas gratuit, hein. Ce n'est pas bénévole. Hein. Donc, il prend les gens pour des idiots en plus. Donc, voyez, donc il faut être intransigeant là-dessus. C'est pour ça que j'en veux quand même pas mal à une bonne partie des oppositions qui auraient dû nous épargner de mettre des millions de Français dans la rue, de bloquer les Champs-Élysées. On n'aurait même pas eu besoin de faire ça, normalement. Dès le premier jour, il aurait suffi à l'Assemblée nationale que les oppositions votent une motion de censure, et voilà, ça aurait dégagé la loi et ça aurait renversé le gouvernement. Mais non, ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord entre eux. Mais concrètement, qu'est-ce que vous répondez au gouvernement qui dit, finalement, voilà, on est absolument obligé de le faire parce que l'espérance de vie augmente Alors, d'abord, l'espérance de vie n'augmente plus. Donc, je ne sais pas où ils ont été chercher ça. L'an dernier, elle a baissé. Donc, il faut leur envoyer les documents de l'INSEE. Enfin, je pense qu'ils le savent très bien. L'an dernier, l'espérance de vie a été stable chez les hommes et moins 0,4 ans chez les femmes. Et qu'il y a beaucoup moins de cotisants. Oui, alors, il y a le ratio
Alors, après l'équilibre financier, c'est la faillite, ça. Cette année, on est en excédent de 3,2 milliards. L'an dernier, on était en excédent de 0,9 milliards. Alors, le corps nous dit on va ensuite être en déficit, mais modéré, soutenable. 3 scénarios sur 4 donnés par le corps, le Conseil d'orientation des retraites, mènent à quelque chose qui est tout à fait soutenable. Si même il y a un petit déficit encore pendant 10-15 ans, le temps, la queue de comète du baby-boom, en fait, la nation le prend en charge. Attendez, on a bien pris en charge 300 milliards pour dédommager les confinements, les fermetures, les couvre-feux sanitaires, etc. 300 milliards, ça nous a coûté cette folie. Pour rien. La Suède n'a pas fait ça, n'a pas dépensé ça, et s'en sort aujourd'hui beaucoup mieux que nous et a eu beaucoup moins de morts. Donc là, on a dilapidé 300 milliards pour rien. Et on ne serait pas capable de prendre en charge 10 milliards par an de retraite. On se moque de nous. On se paye notre tête. Ils le savent très bien. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas ça le vrai objectif. La vraie raison, c'est pas ça. C'est une privatisation déguisée. Alors, cet argument financier est faux. L'argument de l'espérance de vie est faux. En particulier, l'espérance de vie en bonne santé en France, elle est stable depuis 15 ans. Elle stagne depuis 15 ans, à peu près 64 ans. 64 ans, l'espérance de vie en bonne santé en France. Un peu différent entre hommes et femmes, et surtout entre professions. Et puis, on nous dit, oui, le ratio, alors actif-retraité, effectivement, bien sûr, il est beaucoup moins important qu'avant. On l'a même comparé à 1900. Il est 90 fois moins important qu'en 1900, oui. Mais cet argument, il ne faut pas se laisser avoir par cet argument. On oublie de dire qu'un travailleur aujourd'hui a une productivité 100 fois supérieure à 1900. Donc en réalité, ce ratio-là, si on ne regarde pas la productivité, n'a pas beaucoup de valeur en soi. Et donc vous dites aussi que les oppositions ont été trop faibles. Les oppositions ont été fidèles à elles-mêmes, c'est-à-dire d'une nullité totale. N'ont pas assez été dans le rapport de force. Non mais attendez, vous avez eu... Alors LR, le paillasson de la Macronie, Macron vient gentiment, et Madame Borne s'essuyer les bottes sur le paillasson LR. Le RN, écoutez, moi je l'ai à peine entendu sur les retraites. S'il a parlé, il n'a pas parlé très fort, on ne l'a pas entendu, parce que je pense qu'en interne, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a certains qui sont pour la privatisation, les fonds de pension, même la retraite à 65 ans, d'autres qui sont pour la retraite à 60 ans. D'où on l'est, on est pour la retraite à 60 ans aux Patriotes. Mais je sais qu'en interne, ils ne sont pas d'accord, donc ils n'ont pas parlé trop fort. Et la NUP, oui, ils ont fait le boulot d'opposition, mais parfois de manière tellement hystérique, de manière tellement caricaturale parfois que ça a desservi le combat. Donc le gouvernement a pu s'appuyer là-dessus pour essayer de créer de la division, empêcher que tout le monde puisse voter une motion de censure transpartisane. Alors, ceci dit, où j'enregistre la vidéo, peut-être qu'une motion de censure transpartisane se prépare et sera votée, on l'espère. Mais jusqu'ici, en tout cas, sur ce sujet-là, comme sur les autres, parce qu'il y a d'autres sujets qui auraient mérité que le gouvernement soit renversé, jamais les oppositions n'ont été capables de se mettre d'accord. Ce qui est quand même... Attendez, imaginez, la situation n'est pas la même, certes, mais en 1940, les royalistes, les communistes, ce qu'on appelait l'extrême droite et l'extrême gauche, arrivent à se mettre d'accord, à travailler ensemble dans la résistance. Heureusement. Non mais heureusement. Aujourd'hui, sinon, on serait peut-être tous en train de parler allemand, là. Je veux dire, ils ont réussi à dépasser des choses qui étaient incroyablement plus espacées et distanciées en termes politiques que ça ne l'est aujourd'hui. Je veux dire, des royalistes avec des anarchistes, des communistes, ils ont réussi. Et nous, aujourd'hui, des groupes politiciens ne sont pas capables on ne leur demande pas d'aller poser des bombes sur des rails, on leur demande de voter ensemble, de signer ensemble une motion de censure. Ça ne les engage pas beaucoup. Ils ne vont pas demain gouverner ensemble. Même ça, ils ne sont pas capables de le faire. Vous voyez,
Là, ça montre quand même l'effondrement moral de l'époque. Nous sommes dans une époque où la plupart des représentants politiques se fichent complètement de la France, du bien commun et du sort des générations de Français qui arrivent. Ils s'en fichent. C'est leur carrière, leur plan de carrière. Justement, 32% des Français sont favorables à ce projet de retraite. Qui sont ces 32%? Déjà, beaucoup des gens qui sont déjà retraités et qui sont des macronistes, qui, eux, sont souvent partis d'ailleurs à 60 ans en retraite, qui ont bénéficié de tout ça. Parce que la retraite à 60 ans, maintenant, ça date de 1981, donc il y en a beaucoup. Il y a quand même, la plupart, maintenant, sont partis à cet âge-là. Donc, ils ont bénéficié de ça. Vous voyez, le macronisme, c'est un vote très égoïste. C'est pas un vote de bien commun. C'est pas un vote de l'intérêt général, de l'intérêt national. Je suis convaincu que le macronisme, c'est un vote très égoïste, comme c'était les mêmes, beaucoup, qui soutenaient d'aller obliger des gamins de 12 ans, 15 ans à aller faire leur passe sanitaire, leur passe vaccinale, pour continuer d'aller faire du sport ou d'aller au cinéma ou d'aller au restaurant, etc. Alors qu'on savait que pour ces gamins-là, en particulier, et pas que, ça n'avait absolument aucun sens, c'était même dangereux. Donc, c'est les mêmes, ils soutenaient ça à fond parce que ça les protégeait, eux, croyaient-ils. Eux. Leurs enfants, leurs petits-enfants, les enfants et petits-enfants des autres, ils peuvent crever. Donc, moi, j'en veux beaucoup à ces gens-là. Je suis désolé. Je ne vais pas prendre de gants. Je ne vais pas faire croire que tout le monde est des bisounours et que tout le monde est gentil. Non, il y a des gens qui pensent exclusivement à eux. Et c'est pas comme ça qu'on vit en société. On peut pas vivre comme ça en société. Pourquoi? Parce qu'ils touchent de grosses retraites actuellement? Même pas forcément. Mais ils sont partis à 60 ans et parce qu'ils voient en Macron le leader Maximo, quoi. Le type génial, incroyable, la Startup Nation. Je sais pas ce qu'ils lui trouvent. Enfin, écoutez, montrons-leur des images de la tournée de Macron en Afrique. S'ils sont convaincus par cet homme-là, ou montrons-leur lorsqu'il était surexcité sur la pelouse du Qatar après la finale de la Coupe du Monde à faire des papouilles à Mbappé qui avait l'air bien gêné, lui. C'est ça qu'ils estiment être un bon président de la République française, ou être humilié par Trump puis par Biden en permanence, il est humilié. Même Erdogan a dit que l'autre jour à la télé turque qu'il n'avait pas les capacités pour être président. Lula l'a humilié aussi récemment. Le Maroc a répondu officiellement que non, nos relations ne sont ni bonnes ni amicales, alors que Macron venait de dire nous avons des relations bonnes et amicales, donc il l'humilie ouvertement, publiquement. Donc si c'est ça qu'ils estiment être un bon président de la République, je ne sais pas ce que je peux pour eux, mais je ne peux rien faire pour eux, mais c'est un président de la République catastrophique, en interne comme en externe. Pour vous, c'est tenable, 60 ans? Ah, tout à fait, mais je pense que c'est même aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, je fais une prévision pessimiste, j'espère avoir tort, mais je crains que l'espérance de vie baisse dans les années qui viennent. Vous savez, aux États-Unis, ça a largement commencé. L'espérance de vie est en chute libre. Elle est passée en dessous de celle de Cuba, 75 ans. Là, ça a commencé en France à stagner et même un peu à baisser. Nous avons un gros problème de surmortalité pour des raisons totalement... il paraît qu'on ne peut pas savoir pourquoi. J'ai une idée. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en parler sur cette chaîne YouTube. Non, mais je veux dire, je crains que l'espérance de vie au mieux stagne, voire baisse. Et il n'y a aucune raison de demander aux gens de bosser toujours plus. Ça n'est pas atteignable. Nous n'avons pas réglé le problème du chômage des seniors. Le vrai problème, s'il y a un problème de financement des retraites, et je vous le dis, il est minime, mais s'il y en a un, c'est d'abord le problème de la désindustrialisation de la France. C'est d'abord ça le principal problème. C'est qu'il n'y a plus assez d'emplois en France parce qu'on a désindustrialisé notre pays. Il n'y a plus assez de boulot. Et y compris pour ceux qui arrivent à 50 ans, 52 ans, 55 ans, qui sont les premiers touchés, qui finissent toute leur carrière au chômage, ou voire au RSA, et ils ont ensuite une retraite lamentable. Donc c'est ça qu'il faut régler. C'est pas de faire bosser les gens toujours plus, ça n'a aucun sens. Retraite, inflation, guerre, bloquons Macron, c'était votre slogan sur les champs. Ouais. Est-ce que Macron, vous en parliez sur le camion. Ouais, vous en parliez donc à l'instant. Macron, est-ce qu'il est vraiment responsable de tous ces maux? Macron, oui. Alors moi je veux pas. Je sais à quoi vous faites référence. C'est-à-dire qu'il est, et je suis d'accord avec cette analyse, Macron obéit à un agenda qui le dépasse. Mais il y adhère bien volontiers. C'est un homme chimiquement pur de ce système.
Macron, c'est un vrai mondialiste, européiste, convaincu. C'est l'homme de McKinsey, c'est l'homme de Uber, tous ces scandales. C'est l'homme de ce système-là, tout ce qu'il récite. Ça sent, si vous voulez, les cours d'éco de Sciences Po des années 80, où on apprenait There is no alternative, il n'y a pas d'alternative, c'est le monde merveilleux des Reaganomics. Il en est encore là, Macron. Un monde, la mondialisation heureuse, magnifique, c'est complètement dépassé, c'est complètement fini. Mais lui, c'est ce qu'il a dans la tête. La Startup Nation, tout ça. Donc, il adhère complètement à ce système-là. Après, aujourd'hui, malheureusement, et ce n'est pas définitif, ça peut changer. La France est une colonie. On est complètement colonisé. C'est une colonie. C'est une colonie d'un système européiste, américain, de l'OTAN, etc., qui nous dépasse complètement et qui fait qu'aujourd'hui, notre droit national n'est pas souverain, nous ne battons pas monnaie, nous ne gérons pas nos frontières, ni migratoires, ni commerciales, ni économiques, ni financières. Nous ne décidons même plus de nos guerres, on le voit bien. Lorsque nos intérêts sont attaqués, comme le sabotage des gazoducs Nord Stream, nous ne protestons même plus. C'est ce qu'on appelle une situation d'État subalterne. Bon, dans l'histoire, ça a un nom, ça s'appelle une colonie. Donc c'est une colonie d'un empire américain qui a un relais qui s'appelle l'Union européenne. C'est ça aujourd'hui la situation de la France. Donc Macron n'est que le gardien de cette colonie, voilà, pas plus que cela. Mais il adhère à ce système. C'est pour ça que je ne veux pas le déresponsabiliser. Il adhère, il le renforce, il le perpétue. Donc je ne veux pas le déresponsabiliser. Mais il faut être conscient que Macron, c'est une pièce d'un super système. C'est ça qu'il faut expliquer aussi. C'est pour ça toutes les histoires là, de Mélenchon, passons à la 6e République, changeons Macron et tout ira bien. Et puis on ne parle jamais de l'Union européenne, on ne parle pas de l'euro, on ne parle pas de... C'est pas sérieux. Et le RN, j'en parle même pas parce qu'ils ne parlent plus de rien du tout. Donc. Vous avez vécu ça de l'intérieur, justement. En 2017, le souverainisme a-t-il laissé passer sa chance ? Une partie du camp souverainiste a décidé de ne plus être souverainiste. C'est encore autre chose. À un moment, c'est paradoxal, où on n'a jamais parlé autant de souveraineté. Figurez-vous que notre bon Bruno Le Maire, il n'est pas ministre que de l'économie. J'ai découvert ça récemment, il est aussi ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle. C'est quand même une première qu'on mette souveraineté dans un intitulé officiel de ministère. C'est une victoire des patriotes, hein ? C'est une victoire idéologique des souverainistes. Si Macron se sent obligé de parler de souveraineté aussi souvent, alors attention, parce que lui, il colle derrière l'adjectif européenne, ce qui annule la souveraineté. C'est l'antithèse de la souveraineté. La souveraineté, elle ne peut pas être multiple. Il y a un seul souverain. Et la souveraineté, elle est forcément nationale. Si elle est européenne, alors qu'il n'y a pas de peuple européen, et qu'il n'y a même pas d'intérêt commun européen, ça veut dire qu'elle appartient à une oligarchie. Donc c'est dramatique. Donc c'est l'inverse de la souveraineté nationale et populaire. Mais ceci dit, il est quand même obligé d'utiliser le terme. Vous voyez, le terme est très à la mode, etc. Et à un moment, les souverainistes, ceux qui avaient un programme souverainiste à l'époque, le FN, RN maintenant, avaient dans son programme le Frexit, par référendum au bout de 6 mois. Quand j'ai quitté le parti essentiellement parce que ça a été supprimé. Et ensuite, ils ont renoncé à plein d'autres choses. Sortie de la CEDH, sortie de Schengen, sortie de l'OTAN. Maintenant, il ne va même plus sortir du commandement intégré de l'OTAN depuis l'Ukraine. Enfin, c'est hallucinant. Mais c'est très cohérent. Ils sont passés du souverainisme à quelque chose qui n'est pas le souverainisme. Et au pouvoir, ça donnerait quoi ? Ça donnerait Meloni. Meloni qui vient d'annoncer que cette année, l'Italie allait accueillir 500 000 migrants légaux. Je ne suis pas sûr que les Italiens l'avaient élu pour ça. Et c'est-à-dire beaucoup plus que Macron encore. Et puis, sur le reste, on poursuit le programme économique de l'agenda européen, de l'euro. En Ukraine, c'est l'hystérie, on envoie des armes, etc. La guerre, c'est pas de changement, au contraire. Dès que Berlusconi a essayé de dire autre chose, elle lui a tapé sur le museau. Et voilà. Et donc ça, qu'est-ce que ça a de souverainiste ? Ça n'a rien de souverainiste, ça. Pourquoi le Frexit ne fait-il plus rêver les foules comme il a pu peut-être le faire en 2017 ? Je suis pas sûr que le Frexit a fait rêver les foules en 2017. Pas rêver les foules, mais en tout cas, il y avait quand même peut-être une attente moi, je vais vous dire, je pense de certains Français. Non, moi je pense l'inverse. Moi, je pense qu'avec la crise Covid, j'en vois tous les jours. Il y a plein de gens qui ont été attrapés par
par le virus de la politique, si vous voulez, par la crise Covid. Mais la politique, la vraie, vous voyez, la belle, celle qui s'occupe des affaires de la cité. Ils ne s'intéressaient pas trop à tout ça, ils regardaient ça un peu lointainement. Et donc, comme ils regardaient ça lointainement, ils avaient en tête « l'Europe, c'est la paix ». L'Europe nous protège. Vous savez, ces merveilleux slogans qu'Ursula vous débite comme une Miss France vient vous dire le soir de son élection que la paix c'est bien et la guerre c'est mal. C'était du même registre et du même niveau. Ils avaient ça en tête. Je leur en veux pas. Je veux dire, ils étaient dans leur vie. Voilà. Et puis à un moment, il y a un truc incroyable qui est arrivé, des confinements, un petit papier à remplir pour avoir le droit de sortir de chez soi, des passes sanitaires, se faire injecter pour aller prendre un café en terrasse, mettre un masque pour aller à la plage. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont réfléchi, ils sont documentés, ils ont écouté, ils ont lu, et ils se sont dit, mais il y a des connexions en fait entre les sujets. C'est un système, c'est le système mondialiste. Et l'Union européenne en est une pièce fondamentale. Et donc, ils sont devenus des militants acharnés du Frexit. Et c'est marrant parce que moi, j'en rencontre plein des gens comme ça. Et ils m'ont expliqué leur itinéraire personnel, c'est toujours le même. C'est vraiment intéressant, en accéléré, vous voyez. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le Frexit, même s'il y a moins de mouvements politiques qui osent le défendre, et ça, c'est vraiment lamentable, vraiment, je le dis, on ne fait pas la politique avec les sondages, je suis désolé. Au contraire, dans le cœur des Français, je pense qu'il a gagné du terrain. Et donc le Brexit, pour vous, c'est un exemple? C'est-à-dire que l'exemple, c'est on reprend sa souveraineté pour pouvoir ensuite gérer les choses. C'est tout simple. Aujourd'hui, je ne dis pas d'ailleurs que le Frexit demain sera le paradis sur Terre, je n'ai jamais dit ça, il n'y a pas de baguette magique. Je dis juste qu'on aura le choix. Notre commerce, notre immigration, notre politique industrielle, notre politique sanitaire, notre politique étrangère, militaire, on aura le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On fait ce qu'on nous demande de faire. Et c'est très souvent contre notre intérêt. Regardez, l'énergie. Quitter le marché européen d'électricité, reprendre en main un service public national de l'énergie, etc., moins cher. Ça, il faut le Frexit. Après, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous serez libre, vous ferez forcément que des bons choix. Vous pouvez aussi faire des bêtises. On en ferait, d'ailleurs. Enfin, peut-être pas nous, j'espère pas, mais peut-être qu'un gouvernement qui aurait fait le Frexit, demain, ferait quand même de mauvais choix. C'est pas impossible. Mais il aurait la liberté de choisir son destin. Parce que sinon, la politique se résume à une pièce de théâtre. Vous aurez tous les 5 ans quelqu'un qui va vous dire « Moi, j'arrêterai l'immigration, et attention, vous allez voir ce que vous allez voir. » Une autre qui va vous dire « Moi, je vais augmenter, je vais doubler le SMIC, vous allez voir ce que vous allez voir. » Une troisième qui dira « Moi, j'arrêterai la pollution, il n'y aura plus de pollution, plus rien, etc. Vous allez voir ce que vous allez voir. » Et le quatrième qui dira « Moi, ce sera Startup Nation, vous allez tous devenir milliardaires, magnifique. » Et les 4 restent dans le même système. Et vous ne ferez ni l'augmentation des salaires, ni la baisse de l'immigration, ni la vraie écologie, ni vous rendrez les gens plus heureux et plus riches. Donc pour vous, Zemmour, Le Pen, Macron et Mélenchon, c'est bonnet blanc, bonnet Là, vous avez reconnu des gens... Je n'ai donné aucun nom. Ouais. Je n'ai pas donné de nom. Vous mettrez une étiquette sur chacun si vous voulez. Mais... C'était bonnet blanc, blanc bonnet. Je ne peux pas dire c'est bonnet blanc et blanc bonnet, parce que ça serait... les gens se diraient il est un peu fou. On ne peut pas dire Macron égale Zemmour égale Mélenchon égale Marine Le Pen. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ce sont des gens qui ont des traditions et je pense des convictions. Mais ils ne se rendent pas compte que la priorité, c'est... Mais je pense que soit ils ne se rendent pas compte, et j'espère quand même qu'ils se rendent compte, soit ils sont dans une facilité, ou ils sont dans le confort d'un système où en fait... Soit c'est juste peut-être politiquement indéfendable actuellement. Oui, mais... Non mais, d'accord, ok. C'est vrai que quand vous avez la bonne position sur l'Ukraine ou sur l'Union européenne ou l'euro, ou sur le Covid à l'époque, vous êtes moins embêté par les médias. Je le sais. Aujourd'hui, si vous ne dites pas le plus grand bien de Zelensky, comme si hier vous ne disiez pas le plus grand bien de Pfizer et du pass sanitaire, vous avez quelques soucis. BFM ne vous aime pas beaucoup, voire vous invite pas beaucoup, ou vous traite très mal, ou les manifs que vous faites, on va soit les invisibiliser, soit venir, mais pour les diaboliser. C'est tout ce qu'on a vécu. D'accord, alors c'est vrai, c'est peut-être plus confortable. Vous êtes l'opposition officielle du roi qui vous a choisi, adoubé. Très bien, BFM vous adore. Ils n'ont jamais été aussi bien traités que maintenant, le RN. Il faut voir, là, le traitement médiatique est hallucinant par rapport à ce qu'on a vécu. Il y a une raison pour tout ça. On ne vous fait pas de cadeaux, vous savez, dans le système. On ne vous fait pas de cadeaux gratuitement. Ça n'existe pas. Il y a un moment où vous payez. Et ce que vous payez, c'est votre compromission. C'est votre soumission. Donc, c'est un vrai choix philosophique, c'est un vrai choix éthique, personnel. Comment on fait de la politique? On se soumet, on lâche tout, par facilité, où on prend le chemin de croix. Et donc là, vous êtes sur le chemin de croix. On est un peu sur le chemin de croix, alors avec du monde.
On a attiré beaucoup de monde. Les Patriotes, aujourd'hui, il y a plus de 40 000 adhérents. On a plus d'adhérents que le RN, d'ailleurs. On a une effervescence, des gens qui sont magnifiques, qui sont vraiment de tout milieu, de tous âges. C'est ça qui est très beau. Mais vous êtes invisibilisé par les médias. Mais on est... Oui, par les médias largement, mais... Alors après, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui fait que... En fait, on peut quand même être très visible, mais oui, largement, où on est diabolisé, où on est attaqué. Mais vous voyez, on nous fera pas de cadeau. On nous fera pas de cadeau. C'est un chemin compliqué. Mais de toute façon, au bout du chemin, la grande rupture en France, le grand bouleversement qu'on attend tous, il se fera comment? Uniquement par les urnes? J'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger, attention, je ne dis pas, hein, nous on se présente aussi aux élections, etc. Mais je pense que si le peuple n'est pas mature, n'est pas prêt, n'est pas combatif, il ne se passera rien dans les urnes, rien d'intéressant. Donc je pense qu'il faut absolument mener des combats ensemble, de front, vous voyez? Pas que le combat parlementaire, ce qu'on voit, le petit spectacle, en fait. Regardez, les Gilets jaunes ont été très combatifs. Ouais. Le résultat, l'élection de Macron. Oui, mais je pense qu'il y a eu un souci. Oui, mais vous voyez, j'ai dit, il faut être sur les deux jambes. Ils avaient quand même certains, je ne dis pas tous, hein, il y a plein de gens formidables dans les Gilets jaunes, mais il y avait certains qui se sont un peu autoproclamés chefs ou porte-parole, qui ont tout de suite dit, la politique, c'est pas pour nous, pas de politique, pas de politique, pas de politique. Mais ça ne veut rien dire, ça. C'est un piège, même. Parce que si vous ne prenez pas en main le sujet politique, au vrai sens du terme, si vous ne mettez pas les mains dans le cambouis, mais les autres le feront à votre place. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours des lois qui sont votées en France, il y a toujours des lois qui s'appliquent, il y a toujours un droit, comme partout dans le monde. Il y a toujours une politique. Donc, qu'ils se tiennent à distance de la politique politicienne, alors là, la tambouille, je suis le premier à leur dire d'accord et je suis d'accord avec vous. Je comprends très bien ça. Moi aussi, ça me fait vomir. Mais attention, il ne faut pas amalgamer ça avec la politique, l'engagement politique. On a le devoir de construire une alternative politique et de la proposer aux Français. Et ça, le boulot n'avait pas été fait. Voire il avait été refusé. Et ça, je pense que c'était une vraie erreur. Mais je le disais déjà à l'époque en temps réel, hein, que je ne réinvente pas ce que je dis maintenant. Je faisais déjà la même analyse en temps réel. En février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclarait, je cite, « Poutine voulait tuer le rêve européen de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine se dirige vers l'Union européenne plus rapidement et plus résolument que jamais. » Est-ce que vous pensez que réellement l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne? Ah, mais ils sont parfaitement capables de le faire. C'est possible? Ils sont parfaitement capables de le faire. Tout est devenu possible. Ils sont capables de vous mettre demain, en quelques années, l'Ukraine, 40 millions d'habitants, salaire moyen, je crois, 200 €, le pays, je crois, le plus corrompu d'Europe d'après les classements, avec les mafias, etc., directement dans l'Union européenne. Je dirais que ça serait un nouveau cheval de Troie américain dans l'Union européenne, hein, parce que c'est un pays complètement dans la main de Washington depuis 2014. Hein. Même, je crois, 30% des surfaces agricoles ukrainiennes appartiennent aux États-Unis. Ils y ont mis beaucoup de choses. Ils ont déjà la Pologne. Là, ils auraient l'Ukraine en plus. Ils ont aussi les pays baltes. Tout ça, c'est des pays complètement... des colonies, super colonies. Hein, c'est vraiment là. La colonie et super colonie. Ah bah, eux, non, mais vraiment, c'est même plus une colonie. Je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est vraiment un 51e, 52e, 53e État des États-Unis, ces pays-là. Ils obéissent totalement, ils achètent tout américain. Enfin bon. Et on les a mis dans l'Union européenne. Comme ça, on casse bien les autres nations et leur indépendance, comme la France, qui avait un autre modèle, qui avait une autre voie, qui ont une volonté d'indépendance, normalement. Donc ils sont capables de le faire sans problème. Alors après, moi, le rêve européen de l'Ukraine, ça me fait juste rire. Hein. Ça, elle fait référence à Euromaïdan en 2014. Hein. Vous savez, dès que vous avez une révolution dans le monde, comme en ce moment en Géorgie, là, vous voyez 2-3 oiseaux qui, devant les caméras opportunément mises, brandissent un grand drapeau de l'Union européenne, ce que j'appelle le torchon bleu aux étoiles, là. Ça, vous savez qu'il y a la CIA derrière. Systématiquement. Euromaïdan, allez voir le documentaire fait par Paul Moreira, il n'est pas au Patriote, hein, loin de là, hein, qui a été diffusé sur Canal+ en 2016, qui s'appelle « Les masques de la Révolution », qui explique la réalité de ce qui s'est passé en Ukraine en 2014. Mais à l'époque, on pouvait le dire. Aujourd'hui... c'était un petit peu compliqué de le dire. Même en oui, vous avez raison, parce que déjà, j'ai appris que l'ambassadeur d'Ukraine, déjà à l'époque, a essayé de le faire interdire de diffusion en France, sans succès. Ouais. Et le CSA a été intervenu en disant non, ce documentaire est équilibré, etc.
Et notamment, allez voir ça, vous allez voir qui a pris le pouvoir vraiment en Ukraine, comment ça s'est fait, avec quel argent, le soutien américain énorme derrière. Et les 10 dernières minutes, il est sur YouTube, hein, les 10 dernières minutes, vous voyez une réunion en Ukraine en 2014, avec déjà Victoria Nuland, qui était la Madame Ukraine à la Maison-Blanche, qui est toujours là aux États-Unis autour de Biden, qui pousse à la guerre en ce moment. Et dans la salle, vous avez même déjà BHL, incroyable, il fuit les caméras, etc. Et vous avez déjà, et ils ont un discours assez clair à l'époque. Et vous verrez les 10 dernières minutes, elles sont prophétiques. Et vous avez des représentants américains qui disent sur scène, pour nous, l'Ukraine est une pièce maîtresse dans notre dispositif contre la Russie. Ouais, c'est ça la réalité. Je veux dire, c'est ça la réalité. Donc, à partir de là, quand on a compris que l'Union européenne, c'est une pièce du jeu américain, vous pouvez très bien avoir l'Ukraine dans quelques années dans l'Union européenne, sans aucun problème. Vous savez qu'Ursula, c'est Courrier International qui l'a révélé cette semaine, envisagerait après 2024 de devenir secrétaire général de l'OTAN. C'est drôle quand même. On nous a vendu pendant des décennies, l'Europe c'est le contrepoids aux États-Unis. Moi j'ai même appris ça depuis que j'étais en classe de CE1. Il y a déjà le bourrage de crâne. Hein. On fait la CE à l'époque, mais l'UE maintenant, parce que c'est un contrepoids aux États-Unis. Celle qui dirige ce système, la présidente de la Commission européenne, elle veut devenir secrétaire générale de l'OTAN. L'OTAN étant le joujou par excellence des États-Unis. Donc c'est quand même très révélateur. Ces derniers jours, la Commission a mis en place son 10e paquet, je crois, de sanctions contre la Russie. Quelle est l'efficacité de ces sanctions ? Ça y est, on arrive au 10e. C'est comme les cartes de fidélité. On aura une pizza gratuite, je pense. On a coché 10 cases. Rien. Ça a servi à quoi ? De toute façon, les sanctions existent depuis 2014, en fait, suite à la Crimée. Il y en avait déjà. À l'époque, ça a juste permis à la Russie de devenir premier producteur mondial de blé. Et ça s'est retourné contre nos paysans. Exportateur plutôt, je crois. Peut-être exportateur, enfin un gros producteur, peut-être, en tout cas premier, soit producteur, on vérifiera, soit exportateur. Mais en tout cas, ce sont explicitement ces sanctions-là qui ont permis à la Russie de se développer. Les sanctions actuelles ne servent à rien. Si ce n'est que ça a fait partir des grands fleurons français, Renault, qui avait son 2e marché mondial là-bas, hop, ils sont partis, ils ont revendu pour 1 rouble symbolique. Belle opération. Ils vont sans doute revenir après la guerre. Mais... Oui, vous êtes sûr ? Parce qu'attention, en Iran, PSA était parti. Qui est venu après ? General Motors. C'est-à-dire qu'on est quand même... Nous, alors là, on va se faire remplacer par des Russes qui vont tout simplement autoproduire, par des Chinois, parce qu'il y a l'alliance. Qui mettent en place une économie de guerre aussi. Bien sûr. Mais vous savez aussi mieux que ça, on sera remplacé même par des Allemands et des Américains, je vous l'annonce. Parce qu'on est tellement bêtes, tellement les dindons de la farce. Par exemple, là, j'ai appris que dans les nouveaux paquets de sanctions, il y avait les prises électriques. Or, il y avait un acteur en Russie qui faisait les prises électriques, c'était Legrand, français. Et en fait, cette boîte soupçonne son concurrent allemand d'avoir fait passer à Bruxelles cette sanction. Vous voyez, on est très loin des valeurs du bien et du mal. Là. On est dans les petits trucs. On utilise l'Union européenne pour dézinguer un concurrent. Un Allemand contre un Français. Voilà. C'est ça aussi les sanctions. Donc ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à mettre de l'huile sur le feu, à renforcer l'alliance avec la Chine et les BRICS, qui se sont jamais aussi bien portés. Même l'Arabie Saoudite maintenant, ce qui est historique, s'est réconcilié avec l'Iran et veut rejoindre les BRICS. Toute l'Afrique est en train de basculer. Joli résultat. Florian Philippot, est-ce que vous êtes pro-russe ? Je suis pro-français. Je suis même jamais... Alors je vais vous dire, même pour l'instant, je ne suis jamais allé de ma vie en Russie. Je suis jamais allé dans l'ambassade de Russie en France. J'aime bien la Russie par son histoire, par ses liens traditionnels avec la France, mais je n'ai aucun lien avec la Russie. Aucun. Strictement aucun. Ni personnel, ni professionnel, ni financier, pour ceux qui... Parce qu'il y a eu... Qui ont des fantasmes dans la tête. L'affaire du Front National sur le prêt... Ouais, alors moi, je ne gérais pas du tout les affaires financières. Dieu merci, Dieu m'en garde, c'est ma chance. Je n'ai jamais géré ni été mis au courant des affaires financières au Front National, ce qui m'a protégé de beaucoup de choses. Mais donc non, mais ça, j'en sais rien. Mais moi, je vais dire, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-ukrainien, je ne suis pas pro-américain, je suis pro-français. Et je pense que l'intérêt de la France, c'est la paix. Et l'intérêt de la France, c'est d'avoir une relation avec la Russie. Et l'intérêt de la France, c'est de ne pas obéir à un agenda américain. Il faut lire Le Grand Échiquier, 1997. Tout est écrit. Il faut couper le lien énergétique.
il faut l'empêcher, il faut couper le lien économique, et il faut nous mettre... Il vaut mieux qu'on aille importer du gaz de schiste dégoûtant américain 4 fois le prix par bateau, plutôt que d'avoir un gazoduc avec la Russie. Ça, je le comprends quand on est américain, mais je ne le comprends pas quand on est français. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Ah bah, on arrête. Alors, on arrête l'envoi d'armes, on arrête l'envoi d'argent, on arrête les sanctions anti-russes. Premièrement. Comme ça, on apaise la situation, on rend possible le dialogue. Ensuite, alors, à plus long terme, je viendrai un peu plus sur le plus long terme, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on est dans l'OTAN, on est dans l'OTAN, ok. On s'arrange pour, peut-être avec d'autres puissances, peut-être la Turquie, peut-être la Chine, peut-être Israël, peut-être, je sais pas, peut-être même les États-Unis, pour mettre en place les négociations rendant possible un plan de paix. Et dans ce plan de paix, il faudra prendre évidemment l'engagement que l'Ukraine ne sera ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Parce que ça, on le sait que c'est une ligne rouge et un casus belli. Il faudra travailler sur des référendums sous contrôle internationaux dans l'est du pays, dans le Donbass. Oui, mais pour vous, un souverainiste, est-ce que c'est pas... c'est difficile quand même à accepter, ça? Non, c'est comme ça. Je sais Pourquoi pas c'est comme ça? Il n'y a pas d'autre solution. On sait très bien que l'Ukraine n'est pas un pays homogène. C'est-à-dire Il y a une partie est ligne? tournée vers la Russie, Ouais. une partie ouest tournée plus vers le continent européen. C'est une réalité. On ne va pas faire semblant de le nier, à tel point que le gouvernement ukrainien bombarde le Donbass depuis 2014. Il y a déjà eu plus de 15 000 morts. C'est une réalité dramatique, donc il faut apaiser la situation. Vous savez, quand je dis un référendum sous contrôle international, moi j'ai proposé le P5 plus l'Ukraine. Le P5, c'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce serait parfait parce que vous auriez les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. Bel équilibre. Et vous y ajoutez l'Ukraine naturellement. Et vous avez votre référendum sous contrôle international. Et les engagements sur l'OTAN, et je crois qu'à partir de là, la guerre s'arrête. Si, de toute façon, un grand pays... Ça veut dire que l'Ukraine... Moi, je suis très... l'Ukraine céderait une partie de son territoire à la On Russie. verra ce que donneront ces référendums, d'abord, premièrement. Et vous n'auriez pas forcément, d'ailleurs, l'annexion par la Russie. Vous pourriez avoir un choix entre soit on est dans l'Ukraine, soit on est indépendant, soit on est effectivement rattaché à la Russie. Enfin, c'est aux gens de le dire. Et si l'Ukraine doit effectivement perdre une partie de son territoire, elle perdra une partie de son territoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vaut mieux ça ou continuer de bombarder, comme ils le font depuis 8 ans, ces territoires-là et de faire des morts? Et de provoquer en permanence des guerres? Je veux dire, voilà. Donc, il faudra régler la situation. Non, parce qu'on nous dit que si on veut la paix, on est pro-russe. C'est ce qu'on non, mais je sais bien. C'est ce que les médias occidentaux... J'ai bien compris. J'ai bien compris. Écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on est effectivement pour la paix, on est pro-russe, alors, de la même manière, quand on ne soutenait pas la guerre, souvenez-vous, ils nous ont fait le coup sans arrêt, quand on ne soutenait pas la guerre de Libye en 2011, on était pro-Kadhafi, ce qui était une bêtise. Moi, je ne soutenais pas en temps réel, parce que maintenant, tout le monde est contre la guerre en Libye. Hein. Ah, il ne fallait pas la faire. Oui, c'est facile. Non, moi, en temps réel, je le disais, ça. À l'époque où tout le monde était obligé de pleurer devant Benghazi, souvenez-vous, hein, de l'époque, c'était pas facile d'être contre la guerre en Libye en 2011. Hein. Il y avait une pression, un terrorisme moral et intellectuel terrible, et médiatique. Mais moi, j'étais contre, publiquement. J'étais donc pro-Kadhafi. Mais comme, j'imagine, en 2003, aux États-Unis, puisque la France était contre, Dieu merci, mais aux États-Unis, ceux qui étaient contre la guerre d'Irak étaient probablement traités de pro-Saddam Hussein, pro-Irakien. Ça veut rien dire. Voilà. Donc moi, je m'en fiche en fait de toutes ces accusations. De toute façon, je sais qu'elles viendront, je sais qu'on est face à une propagande énorme, je sais les intérêts en face, mais je sais aussi ce que je dois faire. Donc maintenant, j'ai pris le parti de m'en fiche. Voilà, je m'en fiche en fait. C'est pas grave. Quoi qu'ils disent, c'était comme sur le Covid, si vous voulez. Ils pouvaient me dire anti-vax, complotiste, machin. En fait, au bout d'un moment, il faut passer outre tout ça. Il faut que ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard, comme on dit. Il faut que ça glisse. On s'en fiche. Et on avance. On défend la paix, on essaie de convaincre les gens, on essaie de leur expliquer. Et vous verrez, progressivement, et ça se fait déjà, l'opinion publique va comprendre les enjeux réels de cette guerre. Ils vont comprendre qu'elle n'a pas commencé en 2022, que ça n'est pas Walt Disney, avec les grands méchants et les grands gentils, que ça n'est pas non plus Hollywood. C'est bien autre chose, c'est beaucoup plus sordide, c'est beaucoup plus glauque. Et nous avons un rôle à jouer, nous, la France. Mais pour cela, il faut être un pays libre. Parce que ce que je disais, c'est que structurellement, ensuite, pour avoir la paix, il faut que nous quittions l'Union européenne et l'OTAN. Parce que je pense que ce sont des machines de guerre. Et Zelensky est-il un bon souverainiste? Non, je pense que c'est un bon acteur qui reçoit son script tous les matins,
écrit en anglo-américain. Et on lui dit, tu mets un t-shirt kaki parce que ça fera vachement cool, chef de guerre, un peu à Hollywood. Je ne sais pas s'il le change d'ailleurs de temps en temps, j'espère. Et puis tu diras ça. Il n'y a rien de géré par Zelensky en Ukraine, rien. Je veux dire, les plans de guerre, ils sont faits au Pentagone. Les plans de com, ils sont faits dans des agences de com anglo-saxonnes. Et Zelensky, le pauvre, il fait ce qu'il a toujours fait toute sa vie, c'est être comédien. Il récite un texte. Donc pour moi, Zelensky n'est plus dans l'équation. Mais après, c'est aux Ukrainiens de le décider, ça, si vous voulez. Mais il est tellement aujourd'hui hystériquement pro-guerre et tellement dans la main de Washington. Et en fait, ils le tiennent tellement parce que en plus, c'est un homme très corrompu. On a su en 2021, à l'époque, on pouvait le dire aussi, mais il a été mouillé dans les Pandora Papers. Il a 40 millions dans des... Zelensky a 40 millions dans des paradis fiscaux. Donc, il est tenu par tous les bouts, ce garçon. Donc, il faut, à mon avis, ça ne pourra pas se faire avec lui. Mais bon, je ne vais pas parler à la place des Ukrainiens. Hein, ça sera à eux de décider. On peut espérer, selon vous, la fin des combats, bientôt? Je crains que pour le printemps, il y ait une grosse offensive otanesque. Et donc, la Russie qui sera en face, tout ça, Je crains que l'OTAN, par ailleurs, aille de plus en plus titiller la Chine, parce que dans l'agenda 2030 de l'OTAN, il n'y a pas que la Russie, il y a la Chine. Il y a d'ailleurs surtout la Chine, en fait. Donc là, si on continue sur cette voie, je ne suis pas fondamentalement optimiste, mais je pense que les opinions publiques vont jouer un rôle croissant. Que si les opinions publiques aux États-Unis, en France et dans d'autres pays, ce qui est quand même de plus en plus le cas, hein, disent qu'il faut arrêter d'envoyer des armes, de dépenser de l'argent, alors qu'on a déjà l'inflation, qu'on s'en sort plus, il n'y a pas d'argent pour notre hôpital, il n'y a pas d'argent pour nos retraites, soi-disant, etc., et qu'on continue d'envoyer des milliards à Zelensky, à un moment, ça va s'énerver, ça va se fâcher très fort. Et à mon avis, ça va jouer beaucoup. Quelles sont les responsabilités de Vladimir Poutine et de la Russie dans ce conflit? Si vous voulez... Moi, je pense... c'est eux qui, le 24 février 2022, sont rentrés sur le territoire ukrainien. On se rappelle de la déclaration de guerre. Dans l'opération spéciale. Bon. Ça, c'est un fait. La question, c'est soit on s'arrête là, soit on essaie de comprendre d'où ça vient. Et eux, je pense qu'ils sont très sincères quand ils disent que c'est une guerre préventive. Parce que je pense qu'ils avaient vu les mouvements de troupes, les bases américaines de plus en plus nombreuses autour de leur territoire, et qu'ils sentaient que quelque chose se préparait, qu'ils savaient que quelque chose se préparait. Comme je pense que la Chine, je n'ai aucune affection pour le régime chinois, hein, je suis le premier à l'avoir dénoncé fortement sur le Covid. Enfin, je pense que ceci dit, je pense qu'ils sont très sincères, parce que ce sont des faits vérifiables, quand ils disent qu'ils sont victimes d'une politique d'encerclement et d'endiguement par les bases militaires américaines. Parce que c'est vrai, les Américains sont en train de faire le même coup à la Chine qu'ils ont fait à la Russie à partir des années 90, 2000, 2010. Encerclés. Là, à Manille, aux Philippines, ils viennent d'ouvrir 4 bases militaires supplémentaires. Ils inondent la Corée du Sud, le Japon, etc., de plus en plus. Donc, si vous voulez, la Chine, la Russie vivent la même chose. Imaginez les États-Unis qui seraient remplis de bases russes et chinoises au Mexique et au Canada à leurs frontières, de plus en plus. Je pense qu'ils ne seraient pas très contents au bout d'un moment. Et peut-être qu'à un moment, ils passeraient à l'offensive. Et on dirait, c'est vous qui êtes passé à l'offensive. Ce qui est vrai, comme la Russie est passée à l'offensive le 24 février 2022. Mais ce serait un peu court de s'arrêter là. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Dernière question, Florent Philippot. Quel est votre avenir politique? J'en sais rien. J'essaierai de faire le mieux que je peux, de dire toujours ce que je pense, et de proposer aux Français qui veulent bien m'écouter, voire me suivre, des actions, des choses à faire pour essayer de sauver leur pays, notre pays, qui mérite d'être sauvé parce que c'est le plus beau pays du monde. C'est un pays très ancien, très admiré, très admirable. Merci beaucoup, Florent Philippot. Merci à nos auditeurs et aux internautes de nous avoir suivis pendant cette émission passionnante. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et d'aimer cette vidéo. Encore un grand merci à vous, Florent Philippot. Merci. Et d'avoir accepté notre invitation. Et très bonne soirée à tous.